Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau cycle de conférences du Centre interdisciplinaire d'éthique. Nous sommes très heureux et surpris puisque nous avions, je crois, une trentaine d'inscriptions. Et puis il se trouve qu'a priori il y a beaucoup plus que 30 personnes dans la salle. Donc merci de votre présence. Nous commençons un nouveau cycle de conférences qui s'intitule « L'homme à l'épreuve de sa vulnérabilité ». Et nous allons commencer ce soir avec la question de la banalité du mal et de la banalité du bien. Comme vous le savez, pour les habitués des conférences du CIE, un cycle de conférences est toujours pensé dans une certaine transversalité, dans une certaine cohérence. Vous avez toujours la possibilité d'assister à une conférence en particulier, mais le site est pensé de manière homogène. Et ce cycle va se développer autour de la question « Qu'est-ce qui se dit de l'homme dans sa confrontation à la vulnérabilité ?» et comment penser l'éthique à partir de cette expérience de la vulnérabilité. Alors on se situe dans une certaine mode actuelle de la vulnérabilité, puisque vous avez beaucoup... Ça va ? Donc nous avons perdu le conférencier. On se situe dans une certaine mode de la vulnérabilité actuellement, puisque vous avez énormément de colloques qui sont consacrés, vous avez beaucoup de parutions sur cette question. Et il nous a paru au CIE, face à cette mode, de faire attention à ne pas tomber dans une approche compassée de la question de la vulnérabilité. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on voit que souvent la vulnérabilité est identifiée à des situations de précarité, et des situations de précarité auxquelles il s'agit de répondre au mieux. Elle apparaît souvent dans les discours, la vulnérabilité apparaît souvent comme ce qui est à combattre, et la personne vulnérable comme la personne qui est à protéger. Vous voyez bien les termes qui gravitent autour de cette question de la vulnérabilité. Ce sont les termes de bientraitance, de respect et de responsabilité. L'enjeu, dans ces discours actuels sur la vulnérabilité, relève a priori d'un certain devoir, d'un devoir qui serait un devoir éthique, mais qui serait aussi un devoir civique. C'est-à-dire qu'il s'agit, dans cette approche de la vulnérabilité, d'honorer des principes d'attention à l'autre, des principes de soin, de responsabilité, et de définir les normes de l'agir juste à l'égard de l'autre. Et on voit très vite que la réflexion sur la vulnérabilité est partie prenante d'une approche altruiste. Alors ça, c'est très prégnant dans la philosophie du care, donc une philosophie qui va mettre au centre de sa réflexion la relation de soin et tout ce qui se joue dans la relation de soin. Eh bien, le risque dans cette approche de la vulnérabilité, c'est de ramener les questions qu'elle pose à un horizon d'action. La vulnérabilité est quelque chose qu'il faut prendre en charge, il faut lutter contre la souffrance. Il nous a paru que dans cette approche de la vulnérabilité, on perdait de vue un horizon de sens, à savoir qu'est-ce qui se dit là de l'homme, qu'est-ce qui se dit dans l'expérience de la vulnérabilité de l'homme. J'étais cet automne à un colloque des centres d'éthique médicale qui s'est déroulé à Lille, et c'était très étonnant de voir qu'au paternalisme des années 50 succède, comme vous le savez, aujourd'hui la notion d'autonomie du patient. Et ce qui était très intéressant d'un point de vue anthropologique dans ce colloque, c'est la place prépondérante qui était laissée à l'idée d'une relation symétrique. Relation symétrique entre le patient et le médecin, entre celui qui était éprouvé dans sa vulnérabilité et celui qui va être là pour le prendre en charge. La question que cette approche de la vulnérabilité appelle me semble être la suivante. Les recommandations de bonne pratique et les dispositifs d'aide à la personne suffisent-ils pour faire le tour des questions que la vulnérabilité pose à l'éthique ? Évidemment,
Il nous semble que non. Pourquoi? Eh bien parce que la vulnérabilité ne se réduit pas à un problème qu'il s'agit de résoudre. Elle peut apparaître, et elle nous apparaît en tout cas, plus fondamentalement comme une épreuve de l'être. Une épreuve de l'être où il ne s'agit pas seulement de traverser l'épreuve, comme on dit, dans cette délicieuse expression « être à toute épreuve », il ne s'agit pas seulement de traverser l'épreuve, mais de voir aussi combien dans la vulnérabilité, dans la confrontation à la vulnérabilité, c'est l'épreuve qui nous traverse. Alors, ce soir, nous recevons un conférencier illustre, Michel Terestchenko, dont je suis une groupie. Michel Terestchenko, qui a publié un livre qui s'intitule « Si fragile, vernis d'humanité, banalité du mal, banalité du bien ». Si vous êtes un petit peu observateur, vous remarquerez que le titre de la conférence de ce soir, c'est le sous-titre du livre, « Banalité du mal, banalité du bien ». C'est un livre qui est paru en 2007 aux éditions La Découverte, et c'est un livre qu'il est dangereux de lire. Je préfère vous prévenir, je ne sais pas si c'est bien de dire ça pour la promotion du livre, mais en tout cas c'est un livre qui va comment dire, nous convoquer dans une pensée éthique, et puis aussi dans une comment dire, nous convoquer personnellement dans une pensée éthique. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Eh bien, dans ce livre, Michel Terestchenko revient sur l'opposition classique en philosophie entre l'égoïsme et l'altruisme. L'égoïsme et l'altruisme, et Michel Terestchenko va à l'encontre d'une conception sacrificielle de l'altruisme. J'oublie ce que je suis pour agir face à la vulnérabilité de l'autre. Vous voyez, avec le sous-titre de ce livre et le titre de cette conférence, « Banalité du mal, banalité du bien », qu'on se situe dans la continuité de la réflexion d'Hannah Arendt et de son livre « Eichmann à Jérusalem » sur la banalité du mal. Ce qui est un petit peu la colonne vertébrale de la réflexion de Michel Terestchenko dans ce livre, je fais la conférence à sa place en fait. L'agir juste ne repose pas uniquement sur des principes que l'on s'est fixés. Alors, dans ce livre a comme matériau de réflexion des expériences de psychologie sociale que vous connaissez peut-être, la fameuse expérience de Milgram sur la soumission à l'autorité. Il y a aussi l'expérience moins connue du professeur Zimbardo avec la prison de Stanford. Il y a aussi des témoignages de la Seconde Guerre mondiale, notamment la figure du directeur de Treblinka. Il y a aussi de nombreux faits divers qui sont relatés dans cet ouvrage, donc des situations extrêmes, un condensé de situations extrêmes à partir desquelles se construit la réflexion, avec un étonnement qui est à la source, je pense, de cette réflexion. Michel Terestchenko nous en dira peut-être un petit peu plus. Un étonnement à la question « Pourquoi avez-vous agi ainsi ?» Les héros comme les bourreaux ont la même réponse, à savoir « Je ne pouvais faire autrement ». Je ne pouvais faire autrement, ce qui amène à considérer que l'acte bon ne procède pas d'une déduction morale, mais d'une évidence qui est le fruit de ce que Michel Terestchenko appelle une présence à soi. Une présence à soi, qui à d'autres moments du livre est appelée une force d'âme ou une réserve intérieure. Et donc c'est sur cette notion de présence à soi qu'on va l'écouter ce soir, à partir de cet ouvrage, « Un si fragile vernis d'humanité ». Alors, je vais vous le présenter rapidement. On ne peut pas le présenter rapidement, enfin, on n'a pas beaucoup de temps. Michel Terestchenko est philosophe, il enseigne à l'université de Reims, c'est bien ça ? Et à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, auteur de nombreux ouvrages,
et ses ouvrages traitent principalement de philosophie politique et morale, et ses recherches portent notamment sur la contestation du paradigme de l'utilitarisme, ou encore sur la torture et la démocratie, avec un autre livre, du bon usage de la torture, ou comment les démocraties justifient l'injustifiable, paru à la Découverte en 2008. Alors je vous disais, cette conférence s'inscrit dans un cycle beaucoup plus large. Je vais vous présenter très très rapidement les autres conférences de ce cycle. La semaine prochaine, donc on se retrouve tous les mardis soirs là, sur un mois. 17 mars, on écoutera Benoît Hérault, qui est sociologue à Lyon 2, qui nous parlera de la protection sociale des majeurs vulnérables. Le 24 mars, on écoutera Anne Lécu, qui est médecin en milieu carcéral, philosophe, religieuse dominicaine et qui a publié un très beau livre aux éditions du CERF en 2012 qui s'intitule Des larmes. J'étais dans son jury de thèse. Vous étiez dans son jury de thèse. Et le rapport était bon. Ah oui. Oui. Vous êtes le bienvenu si vous voulez faire le voyage. Elle interviendra sur la thématique suivante, quelle consolation, le témoignage des larmes. Et le 31 mars, nous écouterons Yann Plantier, ici présent, et on organise ensemble ce cycle de conférences. Yann, donc, qui est philosophe ici, qui est aussi membre du Centre interdisciplinaire d'éthique, interviendra sur l'expérience de la pitié, l'éthique et ses profondeurs. Alors je vous rappelle brièvement le format de la soirée. Nous allons écouter Michel Terechenko sur une durée d'à peu près 1 heure. Et ensuite, nous ferons une petite pause très rapide de 5 minutes. Petite pause qui peut déjà vous permettre de réfléchir à certaines questions que vous souhaiteriez poser ou des remarques. Et donc, nous garderons à peu près entre une demi-heure et 40 minutes de débat à l'issue de cette soirée. Voilà, je passe enfin le micro à notre conférencier et je le remercie vivement d'être parmi nous ce soir. Merci beaucoup de cette présentation dans laquelle je ne me suis vraiment pas du tout reconnu. Je ne savais pas trop de qui vous parliez, mais bon. En tout cas, merci. Alors, le sujet est tellement vaste, je veux dire, même dans la présentation qui a été dite, il y a tellement d'enjeux, tellement de questions qui sont présentes que je vais en choisir, si vous voulez, un certain nombre, mais peut-être on en développera d'autres. Il se trouve que effectivement, donc j'ai travaillé sur la question du mal, et que donc là, je vais publier un nouvel ouvrage qui sort au mois de mai, qui est encore sur ce sujet-là, mais seulement j'en redirai, mais alors actualisé à la situation présente et donc à ces états de violence extrême. Parce que si on parle de banalité du mal, évidemment, on peut se poser la question de savoir, mais alors est-ce que ce paradigme-là, est-ce qu'il fonctionne encore? Est-ce qu'il fonctionne lorsque l'on voit ces égorgements, ces phénomènes de violence absolument extrême, de barbarie? Est-ce que c'est encore quelque chose que l'on peut mettre au compte de la vulnérabilité, de la banalité du mal? Est-ce que c'est un paradigme qui fonctionne ou pas? Moi, ce qui... Vous m'avez invité à parler de ce livre, mais en fait, c'est un livre qui s'inscrit finalement dans une série de travaux. Et dans celui-ci, il est beaucoup question, disons, c'est une approche du point de vue de l'individu. Disons, la question du mal, pourquoi les individus, effectivement, peuvent se transformer en des êtres infiniment destructeurs. Et en contrepoint aussi d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que certains individus se sont comportés donc avec une bienveillance. L'exemple le plus parfait est tout de même donné par les sauveteurs des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et sur lesquels il y a tout de même un peu de littérature.
Ce qui est intéressant, c'est que... Mais il n'y a pas que l'aspect individuel, si vous voulez. Après, j'ai fait le livre sur la torture, qui est un peu un appendice, alors que celui qui va sortir n'est pas du tout un appendice, c'est un gros travail. Mais on s'intéresse, on laisse de côté, mais je vais développer ça, l'aspect politique, l'aspect institutionnel, qui fabrique des situations, si je puis dire, où les individus peuvent se transformer effectivement en des êtres infiniment destructeurs. Donc on peut pas, en fait, on ne peut pas aborder la question simplement d'un point de vue anthropologique et du point de vue de l'individu, même si c'est cette approche-là, par cette approche-là que j'ai commencé, et qu'il faut immédiatement, si vous voulez, élargir à la dimension politique et institutionnelle et les politiques qui sont mises en œuvre, et c'est sur ça, cet aspect-là, maintenant que le troisième livre consacré à ça revient de façon assez fouillée. Alors, si je reviens sur ce livre, donc, ainsi fragile de l'humanité, puisque c'est des banalités du mal, banalités du bien, et le rapportant à la question, en effet, de la vulnérabilité. En fait, ce qui était compliqué, c'était que, en fait, le projet initial, pour expliquer un peu les choses, c'était pas du tout ça. Le projet initial, c'était simplement de revenir sur les critiques de l'égoïsme psychologique et de ce paradigme dominant qui interprète les motivations humaines fondamentalement à partir de la poursuite de l'intérêt propre ou de l'intérêt particulier. Et qui oppose à ça une conception de l'altruisme qui ne peut être que sacrificielle. Et en fait, j'avais fait ma thèse et j'ai publié un ouvrage en 2000 qui s'appelle Amour et désespoir, qui est sur cette problématique du pur amour au XVIIe siècle et la constitution vraiment d'une éthique de l'amour pur, de l'amour authentique, mais comme un amour qui ne peut attester de son caractère désintéressé que d'une façon sacrificielle. Parce que quand même, si vous voulez, toute notre vision des motivations humaines, notre conception anthropologique, elle est très profondément marquée par cette conception de l'homme comme étant fondamentalement un être qui poursuit son intérêt propre et qui est mu par l'amour propre. Et de ce point de vue-là, des textes, je ne sais pas, le portrait à nu de l'homme que dresse La Rochefoucauld dans les Maximes et Sentences, dans lequel on ne peut pas, d'une certaine manière, ne pas se reconnaître, mais dans ce travail de démystification systématique de toutes les vertus. Non. Derrière il n'y a pas de vertu, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de courage, il n'y a pas d'amour, rien qui soit autre chose qu'une stratégie habile de l'intérêt propre, généralement inconsciente même d'elle-même. Et cette conception-là, historiquement, elle a été critiquée par les philosophes de la bienveillance, enfin, de la sympathie, puisque vous avez parlé il a été question de la relation symétrique et donc en effet de la sympathie chez les philosophes anglais du XVIIIe, etc. Bon. Mais en même temps, c'est-à-dire le problème qui était posé, je ne vais pas développer ça, mais c'est quand même une question très intéressante parce que le problème qui était posé, c'est si on présuppose, si on postule d'une certaine manière que l'homme est toujours mu par des motivations intéressées, qu'il est toujours à la poursuite de son intérêt propre, même lorsqu'il agit de façon apparemment désintéressée. Le problème qui se pose, et je vais revenir au livre, vous allez voir par quel biais, parce qu'en fait il y a une continuité dans tous ces travaux. Le problème qui se pose, c'est le problème de l'attestation. C'est comment est-ce que je peux attester, est-il possible d'attester qu'il y ait des conduites authentiquement désintéressées, qui ne soient pas secrètement, si vous voulez, ou inconsciemment déterminées par des motivations de type égoïste. Alors, ça veut dire quelque chose de très très grave, si vous voulez. C'est pas simplement qu'on dit qu'il n'y a pas que l'homme n'est pas capable de bienveillance, qu'il n'est pas capable d'un souci d'autrui qui se donnerait le bien d'autrui comme fin propre, c'est-à-dire la définition même de l'altruisme. Mais la conséquence, c'est qu'il n'y a pas de manifestation du bien. Ça, c'est terrible. Le mot de La Rochefoucauld, où il dit
que s'il y a une action désintéressée, elle est cachée dans le fond, elle est cachée dans le cœur de l'homme. Donc c'est pas que le bien n'existe pas, c'est que le bien est invisible. Dès qu'il devient visible, il tombe sous le coup du soupçon. Cette philosophie du soupçon, c'est une philosophie du soupçon de toute manifestation du bien, est toujours animée en arrière-plan, inconsciemment, par une motivation de type égoïste. Et ce qui est terrible avec... Et donc, cette anthropologie, si vous voulez, qui définit l'homme comme un être égoïste, ce qu'on va retrouver dans le mot économicus, qu'on va retrouver en économie, bon, c'est un rôle absolument central, l'individu comme un être calculateur qui maximise toujours ses utilités, ses intérêts, etc. Ce paradigme-là, de La Rochefoucauld jusqu'à aujourd'hui en économie, là je parle de l'économie, il y a des économistes comme Amartya Sen qui vont critiquer ça, mais ils sont peut-être relativement marginaux, bon, exercent une extraordinaire hégémonie, si vous voulez, sur nos représentations. Et donc, de cette affirmation que l'homme est fondamentalement un être égoïste, et qu'il n'y a pas de désintéressement, si vous voulez, qui ne tombe sous le coup du soupçon. C'est que si quelqu'un agit de façon apparemment généreuse, c'est pas possible de prouver qu'il a agi de façon généreuse. Parce que vous pouvez toujours présupposer qu'il y a une motivation de type intéressé. Non seulement vous pouvez le présupposer chez autrui, et il ne peut pas se défendre, mais même en soi-même, il n'est pas possible de dire « Ah, regarde comme tu as agi de façon désintéressée. Ah, regarde comme tu agis de façon généreuse, etc. » Le simple regard sur soi, d'une certaine manière, fait porter le soupçon qu'en réalité, c'est ça que nous avons recherché. C'est-à-dire, non pas nécessairement l'approbation d'autrui, mais l'approbation de sa propre conscience. Et donc, c'est pas nécessairement que l'altruisme n'existe pas. Il y a une définition de l'altruisme. Effectivement, ou si vous voulez, une définition plus exactement du désintéressement, qui consisterait à dire qu'il s'agit en effet d'agir d'une façon telle qu'il n'y a aucun retour, aucun bénéfice, aucun profit qui serait secrètement recherché. Bon, le problème qui se pose à ce moment-là, c'est est-ce que c'est possible d'attester ça? Est-ce qu'il y a une attestation possible? Alors, juste, parce que vous avez parlé du sacrifice, et donc je vais revenir peut-être plus dans les eaux sur les choses, mais le résultat de cette conception qui affirme donc cette domination, si vous voulez, d'une motivation inconsciente qu'est l'intérêt propre, et qui conduit au soupçon et qui interdit toute manifestation du bien, qui échapperait, si vous voulez, sous soupçon, pose le problème de l'attestation. Comment est-ce que je peux le prouver? Et qu'est-ce qui s'en déduit? Une théorie du sacrifice. Il faut que le désintéressement n'est possible, n'est authentique, n'est pur, n'échappe d'une certaine manière au soupçon que s'il est radicalement sacrificiel. Et cette théorie du désintéressement sacrificiel, il se constitue à travers tout le XVIIe siècle, jusqu'à Fénelon, à la fin du XVIIe, qui est vraiment le théoricien par excellence, si vous voulez, de cette théorie du désintéressement, dans le cadre de l'amour pur. Mais bon, alors là, c'est l'amour de Dieu. Bon, donc il faut prouver, si vous voulez, que l'amour que j'ai pour Dieu, bon, on peut parler de ça ici, est un amour véritablement désintéressé, et je ne peux attester du caractère désintéressé, authentique et pur, parce que le contraire de pur veut dire désintéressé. Pur ne veut pas dire ce qui échappe aux passions. Pur veut dire ce qui est désintéressé. Et on ne peut attester du caractère désintéressé de l'amour de Dieu qu'en faisant le sacrifice radical, absolu, définitif, de toute espérance, de tout espoir du salut. C'est la seule attestation, d'une certaine manière, possible. Et donc se constitue, effectivement, une éthique, si vous voulez, du désintéressement, qui est une éthique sacrificielle, et qui a joué un rôle extrêmement important, et qu'on retrouve chez Lévinas, dans ces mouvements, si vous voulez, dans ces courants de pensée qu'on appelle le quiétisme au XVIIe. On va retrouver exactement la même problématique chez Lévinas, où Lévinas dira où le problème de Lévinas, c'est vraiment l'attestation, si vous voulez, du caractère, en effet, non égoïste d'une certaine manière du rapport à autrui, qui doit aller jusqu'à accepter l'outrage, qui doit accepter,
qu'il n'y ait non seulement, si vous voulez, aucune gratitude, mais même l'outrage de l'autre. Quelque chose de très 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 radical. Une espèce d'éthique hyperbolique, sacrificielle, radicale, qui pour un auteur qui vient de la tradition juive, en réalité, ou judaïque, si vous voulez, biblique, emprunte en réalité ses schèmes, une espèce de matrice, à la pensée quiétiste, la spiritualité quiétiste, si vous voulez, du XVIIe siècle. Bon. Alors, donc on a, enfin, donc je suis, si vous voulez, parti de ça. Bon. Le premier problème, c'est, ben, d'abord, est-ce que sur la base de ce paradigme de l'égoïsme psychologique et de l'idée que l'homme est donc un individu qui est nécessairement par de motivation intéressée, est-ce que vous pouvez rendre compte des conduites de destructivité humaine? Est-ce que c'est possible de comprendre, si vous voulez, les raisons ou les facteurs qui font que les hommes peuvent commettre se rendre responsables de souffrances infinies sur la base de l'égoïsme? De toute évidence, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas expliquer, si vous voulez, je ne sais pas, la Shoah, l'Holocauste sur la base de l'égoïsme, ni même Eichmann sur la base de l'égoïsme. La banalité du mal ne peut pas être comprise, si vous voulez, ne peut pas être comprise sur la base du paradigme de l'égoïsme psychologique. Donc si vous vous intéressez, si vous essayez d'appliquer ce paradigme aux facteurs qui permettent de rendre compte de la destructivité humaine, ça ne marche pas. Mais lorsque vous essayez de comprendre aussi les motivations des acteurs altruistes, si vous n'admettez pas, si vous ne reconnaissez pas qu'il y a là des actions qui ne tombent pas, si vous voulez, sous le coup de l'hypothèse de l'égoïsme psychologique. Si vous n'admettez, si vous dites, non, ces actions-là étaient authentiquement, si je puis dire, soucieuses de faire le bien d'autrui, qu'il n'y a pas de soupçon là-dedans. Le soupçon n'est pas possible dans cette affaire, que ce n'était pas une affaire d'égoïsme. Alors, comment est-ce que l'on peut comprendre effectivement ces actions? Quelles étaient les motivations de ces acteurs? Et est-ce que là, il n'y a pas une manifestation du bien, précisément, tout d'un coup, qui échappe au soupçon? Ce qui pour moi est absolument évident, que ces actions-là relèvent véritablement d'une manifestation du bien. Un peu, vous savez, comme dans... Ça a des conséquences qui vont au-delà de ce que... qui sont quasiment des conséquences philosophiques et presque ontologiques sur la question du bien et du mal, qui vont au-delà de la banalité du mal et de la banalité du bien. Donc, or, ces actions-là n'étaient pas sacrificielles. Les acteurs altruistes, si vous voulez, les sauveteurs de Juifs, n'ont pas agi de façon sacrificielle. Tous les témoignages que l'on a, toutes les recherches que l'on a pu entreprendre, et ils sont assez peu nombreux, ceci dit, ne prouvent pas du tout, ne donnent pas raison, si vous voulez, d'une conception sacrificielle. Ils n'ont pas agi de façon sacrificielle. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont agi? Donc, sur la base de ce paradigme égoïsme-sacrifice, égoïsme-altruisme sacrificiel, vous ne pouvez ni comprendre les comportements de destructivité, ni comprendre les actions manifestement, si vous voulez, bonnes, dignes d'approbation, de louanges, etc., des acteurs, des sauveteurs. Et donc vous devez réviser complètement votre paradigme, parce que ça ne fonctionne pas. Donc il faut changer complètement de logiciel et complètement de paradigme et repenser les choses radicalement différemment. En tout cas pas sur la base de l'égoïsme et pas sur la base de l'altruisme, et encore moins d'un altruisme sacrificiel. Donc il faut tout reprendre, il faut reprendre la question à zéro, et donc le livre reprenait, sur la base de cette problématique au fond assez ancienne, ou en tout cas constituée, un réexamen, si vous voulez, et donc un paradigme, et proposer donc une autre analyse, si vous voulez, de la compréhension et des phénomènes de destructivité et des phénomènes donc du comportement, si vous, des sauveteurs. Alors, le paradigme que j'ai proposé, qui est un paradigme un peu métaphorique, si vous voulez, il n'est pas très très constitué philosophiquement, je veux dire. Bon, en fait, il y a très peu de gens de toute façon qui travaillent. Il n'y a qu'un auteur qui s'appelle Charles Armor, où il y a cette notion de présence à soi, mais en fait que je n'avais pas lu à l'époque. C'est donc ce paradigme, non pas égoïsme, altruisme, égoïsme versus, si vous voulez, altruisme sacrificiel, mais un paradigme tout à fait différent,
qui est ce paradigme dont on a parlé, donc de la présence à soi et de l'absence à soi, enfin absence à soi et présence à soi. Alors l'expérience Milgram, bon, en gros, bon, c'est un jeune chercheur en psychologie sociale d'une prestigieuse université, l'université de Yale, aux États-Unis, qui a travaillé sur les phénomènes de conformisme et de conformisme. Et puis, bon, en gros, il met au point une expérience où il s'agira donc, où il recrute par petite annonce une série d'individus appartenant à toutes les couches de la société, hommes, femmes, etc. Donc pour participer à une expérience qui est à l'origine une expérience sur le rôle de la sanction dans l'apprentissage. Il n'est pas du tout question de ce que ça va vraiment dire. À l'origine, c'était simplement une expérience où il s'agissait de tester le rôle de la sanction dans l'apprentissage. Évidemment, c'est une prestigieuse université, une des plus prestigieuses universités, donc, et puis ils sont rémunérés 5 $ par jour, etc. Bon, enfin bon, passons. Et puis il met au point donc une machine sur laquelle il y a 30 manettes de 15 volts à 450 volts. Et disons dans le dispositif, dans le protocole de base de l'expérience, donc il y a trois acteurs. Il y a donc le sujet qui a été recruté, qui ne sait pas du tout, en réalité, c'est pas du tout d'une certaine manière ce qu'on attend de lui ou ce qui devrait être testé. L'hypothèse de Milgram, qui était d'ailleurs confirmée par les psychiatres, c'est que si on demande à un individu d'envoyer, de faire souffrir un individu innocent, et d'obéir simplement à un ordre qui enverrait des décharges qui feraient souffrir, l'immense majorité des individus refuseraient. Est-ce que vous seriez d'accord pour envoyer des décharges à un individu totalement innocent? On sort de la salle, et puis on va dans une salle à côté, et puis vous vous retrouvez il y a tout d'un coup devant une machine avec des manettes, et puis il y a quelqu'un dans une salle, et puis il y a quelqu'un qui peut vous donner des ordres, et puis on va tout d'un coup vous demander d'aller envoyer des décharges. Non, ça ne va pas, non, ça va pas marcher, je veux dire, ça va pas fonctionner, ça, c'est pas possible. Le présupposé, c'est que ça n'allait pas marcher. Et les psychiatres disaient que ça ne marcherait pas, sauf pour une minuscule catégorie d'individus, en gros qui seraient des psychopathes. Donc les gens qui font souffrir sont ceux qui prennent plaisir d'une certaine manière à faire souffrir, qui ont une volonté de faire le mal, plus ou moins pathologique, mais qu'un individu ordinaire, mis dans une situation où il devrait effectivement infliger des souffrances éventuellement extrêmement élevées, extrêmement douloureuses, ça ne marcherait pas. Mais lui, on ne lui dit pas que c'est ça qui va être testé. On lui dit simplement qu'il va participer à une expérience où il doit envoyer des décharges chaque fois qu'un individu se trompe dans une séquence de mots. Donc on lui a donné une séquence de mots, et puis il doit répéter des séquences de mots, et chaque fois qu'il se trompe, donc on lui envoie une décharge. Bon. Il doit envoyer une décharge. Et donc il y a un élève, qui est un complice, qui est mis dans une chaise avec des électrodes, et puis il y a le donneur d'ordre, qui est le scientifique, revêtu de la blouse blanche, assez désagréable, plutôt pète sec, etc. Et donc ils transforment, si vous voulez, donc ils organisent ça, des locaux, donc avec la machine, l'élève, le sujet, l'élève, et puis le donneur d'ordre, etc. L'idée c'est que ça va capoter, ça. On va bien s'apercevoir que les gens ne peuvent pas, quoi, qu'ils refusent, quoi, qu'ils désobéissent. C'est l'obéissance qui va l'emporter. L'expérience de base, à la grande surprise de tous, et de Milgram lui-même, c'est 66% des personnes, des sujets qui ont accepté d'envoyer des décharges de 450 volts, alors que le pauvre type hurlait, criait, suppliait, demandait d'arrêter. Mais personne ne s'attendait à ça. Absolument personne. Simplement parce que l'ordre lui était donné. Et alors, ce qui est important, mais par contre, c'est pas du tout qu'ils y prenaient du plaisir. Parce que ce qui est important, même dans ce protocole, dans cette situation-là, c'est que les sujets obéissants éprouvaient une vraie détresse, une vraie souffrance psychique à obéir aux ordres et à infliger ces ordres. Donc c'est pas du tout qu'ils y trouvaient du plaisir. Mais, comme l'explique Milgram, ils tranchaient, si vous voulez, effectivement, le dilemme entre leur conscience et l'obéissance aux ordres en faveur de l'obéissance, et non pas
de la fidélité à leurs propres principes et même à leurs propres émotions. Ils étaient tous des individus, naturellement, dotés d'une conscience morale, de principes. Mais ça a complètement volé en éclats. Parce que 10 000 grammes, c'est d'abord la structure d'autorité. C'est-à-dire, et d'une autorité qui doit être une autorité légitime. C'est pas n'importe quelle autorité. C'est une autorité légitime. Mais l'autorité légitime est oblige. Dans des proportions qui vont bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, même lorsqu'il s'agit effectivement d'infliger donc une véritable souffrance. Et Milgram, il dit, enfin, je veux dire, quand il explique cette situation phénoménologique dans laquelle les individus se trouvaient eux-mêmes, pas seulement psychologique, c'est au sens le plus large du terme, il définit ça comme un état agentique. Ils étaient les agents, en quelque sorte, d'un système, si vous voulez, qui devait fonctionner. Mais d'ailleurs, ce n'était pas que les sujets obéissants qui obéissaient. Le donneur d'ordre lui-même, qui était un complice de l'expérience, lui, il savait très bien ce qui se passait, continuait de donner les ordres. Donc c'est pas simplement l'élève ou le sujet comme ça qui est inquiet, mais le donneur d'ordre, lui, continuait. Sur la base que c'est une expérience scientifique, qu'il faut poursuivre l'expérience jusqu'au bout, parce que, d'une certaine manière, l'expérience exige d'elle-même d'être poursuivie, quoi qu'il advienne, parce que c'est d'une certaine manière ce qu'il y a lieu de faire. Je suis là pour ça, j'ai été recruté pour participer à cette expérience et je ne vais pas me retirer. Autrement dit, le fait de dire non était très difficile. Ce n'était pas facile du tout, c'était extrêmement difficile. Il fallait. Par opposition, ceux qui disent non, donc il les définit comme étant dans une situation où ils se considéraient comme étant eux-mêmes véritablement responsables des actes qu'ils commettaient, en disant « je suis en train de faire souffrir, c'est bien moi qui suis en train de faire souffrir », ordre ou par ordre, il n'y avait aucune contrainte, il n'y avait pas de revolver sur la tempe, il n'y avait même pas de bénéfice, rien. Juste une structure d'autorité, une structure de coercition, si vous voulez, mais sans aucune violence. Mais ceux qui donc refusaient, qui disaient non, gardaient la conscience d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils étaient véritablement l'unité de ce que Milgram appelle l'unité phénoménologique de l'acte, c'est-à-dire que leur conscience, les actes procédaient d'eux-mêmes, qu'ils étaient les auteurs de ces actions, que personne d'autre n'était l'auteur de l'action dès lors qu'il s'agissait d'appuyer sur la manette, et peu importe le donneur d'ordre. Alors ça c'était, dit-il, en fait c'était, et donc ça, eux se plaçaient dans une situation de ce qu'il appelle donc l'état autonome, c'est-à-dire qu'ils gardaient la conscience qu'ils étaient les seuls auteurs des actes qu'ils étaient en train de commettre, et pas simplement des sujets obéissants participant à une expérience dont ils étaient l'instrument, si vous voulez, et même l'instrument nécessaire, l'instrument qui ne pouvait pas faire défection. Bon. L'autorité légitime, la structure d'ordre, l'autorité légitime, la manière de trancher le conflit en disant mais ils n'assumaient pas leur responsabilité. Dès lors qu'ils obéissaient aux ordres, ils n'assumaient pas la responsabilité. Le commandant de Treblinka dira la même chose. Moi, j'ai reçu un ordre, etc. J'ai toujours été élevé dans l'idée que je suis responsable simplement de ce que je veux, de ce que j'ai choisi, de ce que je veux. Et si je reçois un ordre que je n'ai pas véritablement choisi, que je ne veux pas véritablement, je ne suis pas vraiment responsable. C'est une conception tout à fait aisée de la responsabilité. Bon. La conclusion, en gros, c'est que les individus, que les prédictions que les individus avaient formulées sur leur conduite dans de pareilles circonstances ont été totalement infirmées par leur conduite effective. L'idée qu'ils se faisaient des comportements qu'ils auraient dans certaines situations-là ont été totalement démentis. Autrement dit, ça veut dire que l'idée que nous pourrions avoir de comment nous allons nous comporter, comment nous pourrions nous comporter, tous résistants, en certaines circonstances. Moi, je ne sais pas, à 18 ans, je pensais que je ne voyais pas comprendre. Aujourd'hui, évidemment, je voyais les choses différemment, mais à l'époque, je ne voyais pas pourquoi tout le monde n'avait pas été résistant. Ce n'était pas possible de ne pas être résistant, ça allait de soi. Donc, les prédictions que les individus formulent sur leur comportement dans pareilles circonstances est totalement démentie par le... Donc, nous sommes les moins bien placés, d'une certaine manière. De là, le rôle, effectivement, des institutions, de ce que les institutions font, au-delà, d'une certaine manière, de la question de la responsabilité individuelle, d'une certaine forme de... C'est pas de la lâcheté, de vulnérabilité, justement, dans un cas, et au contraire, de capacité.
de gens qui s'abandonnent, hein, qui sont dans cette époque précisément d'absence à soi. Ils obéissent aux ordres, ils s'absentent à eux-mêmes. Hannah Arendt décrit Eichmann comme étant une marionnette. Ça lui a été beaucoup reproché. Et d'autres exemples, dans la littérature concentrationnaire, on a des images semblables. Donc on est le moins bien placé, si vous voulez, pour savoir en réalité comment on va se comporter. Et ce qui compte, donc, c'est les institutions. Si vous voulez, c'est pas juste de demander aux individus d'être héroïques quand vous avez des situations qui créent, d'une certaine manière, si vous voulez, une exigence d'héroïsme. Les institutions ne doivent pas être là pour demander aux individus d'être héroïques. Je vais vous prendre un exemple, puisque je vais être... L'affaire Snowden. Snowden, il y a un livre qui vient de sortir sur ça, et un film, Citizenfour, etc. Regardez, absolument saisissant. Si vous avez une clé, je peux même vous le donner, parce que je l'ai sur mon ordinateur, il m'a été donné par des étudiants. Bon, il prend la décision de révéler au monde entier pour des raisons morales. C'est exactement, si vous voulez, là, l'exemple d'une action de dissident, de désobéissance, si vous voulez. Il prend cette décision, donc, c'est un jeune garçon de 29 ans qui gagne 200 000 $ avec sa petite copine à Hawaï. Bon, franchement, il ne va pas pourrir sa vie. Hein. Simplement, il découvre, parce que c'est un officier supérieur de la NSA, etc., donc il accède à une information, et donc de toutes les politiques de surveillance planétaire mises en œuvre par la CIA. Et il est tellement horrifié qu'il dit, c'est mon devoir de le faire connaître au public. Je ne vais même pas attaquer le système, je vais juste le faire connaître. Et il prend une responsabilité, donc il fiche le camp à Hong Kong, etc., sans rien dire à personne, il fait venir des journalistes, et puis il leur révèle ça. Et ça va être la bombe que l'on sait, donc, lorsque ça va paraître. Mais, ce qui est terrible, c'est que, qu'est-ce qui est terrible dans cette histoire? C'est qu'il est fallu, pour qu'il rende publiques ces informations-là, qu'il en paye un prix aussi lourd. Ça, c'est pas juste. Il y a quelque chose, si vous voulez, dans les institutions qui ne fonctionnent pas. Si la remise en cause des institutions sur une question aussi grave et aussi fondamentale que le système de surveillance globale demande une vertu héroïque, les institutions ne devraient pas demander aux individus d'être héroïques, d'être moraux, si vous voulez, vous comprenez? C'est très important. Et donc, dans l'expérience Milgram, elle n'est pas tout à fait héroïque, si vous voulez, hein, mais quand même, c'était très difficile de dire non. Et dans le cas de Snowden, c'est encore plus difficile. Bon. Donc, ils prennent, si vous voulez, des risques énormes, et des institutions, si vous voulez, qui ne peuvent être remises en cause, ou désobéies d'une certaine manière, qu'au prix d'un risque extrême. Bradley Manning, il a plus de 35 ans. Et s'il retourne... parce qu'il a ce jeune soldat qui a donné des informations à Wikileaks. Ça, c'est pas normal, c'est unfair, c'est injuste, c'est inique, si vous voulez. Donc la question des institutions est une question absolument fondamentale. Que vous ne pouvez pas tout faire porter sur la question de la vertu individuelle, ou de l'absence de vertu individuelle, de l'absence de courage, ou de l'absence de présence à soi, etc. C'est pas juste, ça. Ce sont les institutions qu'il faut mettre en cause. C'est elles qui sont responsables, en premier. Et pas les individus dans leur vulnérabilité. Alors, si je reviens sur la question de la vulnérabilité, l'expérience Zimbardo, je ne vais pas la développer, mais c'est juste, quand même, on est dans les années, donc c'est 10 ans plus tard, Milgram, c'est 62. Au moment où il y a le procès Eichmann, au même moment où il y avait le procès Eichmann, Milgram met en place son expérience. Ah, vraiment à la même temps, entre septembre et avril. Exactement au même moment. Et Milgram va... et après, quand Hannah Arendt va écrire son livre sur la banalité du mal et sur Eichmann, Hannah Arendt va dire « mais c'est exactement ça que j'ai vu ». Alors, l'expérience Zimbardo, bon, c'est très simple, on est dans les années 70, guerre du Vietnam, la jeunesse, grande université Stanford, prestigieuse université américaine, des étudiants super brillants, etc. Bon, Zimbardo, jeune professeur de psychologie sociale, il transforme les sous-sols de son université en prison factice. 24 étudiants tirent au sort, 12 dans le rôle de gardien, 12 dans le rôle de prisonnier. L'expérience doit durer 15 jours. Au bout de 6 semaines, au bout de 6 jours, il est obligé d'arrêter. C'était devenu infernal. En l'espace de quelques heures, ces étudiants, qui se connaissaient les uns les autres, hein, comme si je divisais la salle en deux, hein,
en disant, les gardiens, ils se sont coulés dans le moule, si vous voulez, de leur fonction et de leur rôle, avec même pas une précipitation, avec une espèce de facilité, si vous voulez, absolument incroyable. Les gardiens se sont transformés en gardiens, jouant parfaitement leur rôle. Et les étudiants, transformés en rôle de détenus, avec gardiens, donc ils avaient des rébanes, donc ils ont fait rébanes, uniformes, les rébanes c'est important parce que ça cachait le visage, et les yeux, bon. Et puis, et les autres, donc on les revêt on les met dans condition de prisonniers, donc on leur rase pas la tête, mais on leur met un bonnet sur la tête, ils sont une espèce de chemise mais sans sous-vêtements, bon. Enfin, une espèce de... Et donc l'humiliation qu'ont subi ces détenus de la part de leurs camarades, c'est fait avec une précipitation. Et alors le plus incroyable dans l'histoire, c'est que c'est l'organisateur de l'expérience lui-même qui s'est pris complètement au jeu. Il s'est totalement, si vous voulez, il a complètement perdu les pédales, si vous voulez. Totalement perdu la conscience qu'il était simplement un psychologue qui était en train de faire un test sur les modifications des comportements individuels en situation carcérale. Et c'est simplement parce que sa copine de l'époque vient le voir au bout de... elle rentre dans les prisons, dans les sous-sols, elle dit, mais attends, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est devenu fou. Et là, tout d'un coup, waouh, il y a le réveil, et puis il y a le déclic, tout d'un coup, il se rend compte de ce qu'il était en train de faire, et combien lui-même s'était totalement abandonné dans cette histoire. Pris au jeu, avec une facilité. Alors lui, on va le retrouver 2004, sur toutes les chaînes américaines et dans les journaux américains, à l'occasion de l'affaire d'Abu Ghraib. Je veux dire, Abu Ghraib, attendez, et sa thèse. Mais moi, ça fait 30 ans que j'ai étudié ça. J'ai déjà vu ça là, je l'ai même testé moi-même. Sa thèse, Abu Ghraib, et comme l'expérience de Stanford, ça évidemment c'est un sujet de discussion. Il dit ce sont des bons garçons dans une barrique maléfique. Là encore, les institutions. C'est la barrique qui était maléfique, c'est les institutions qui étaient maléfiques. Encore l'aspect politique. Et du coup, il interprète ça, donc pour revenir sur la vulnérabilité, donc ce qui lui met en évidence, alors lui il est beaucoup plus déterministe il est presque déterministe et beaucoup plus que Milgram. Parce que Milgram, il y a quand même des facteurs personnels, des dispositions personnelles, et il voit bien que les facteurs de la situation rencontrent aussi des dispositions personnelles, mais Zimbardo, c'est vraiment la situation. C'est vraiment la situation, si vous voulez, qui est le facteur fondamental. À la faveur de ce qu'il appelle donc une vulnérabilité situationnelle. La vulnérabilité est une vulnérabilité. C'est une vulnérabilité situationnelle. Il y a des situations. C'est la situation qui a mis les individus dans une situation de vulnérabilité dont ils étaient totalement inconscients. Il n'y a pas besoin d'être malveillant pour être malfaisant. Il n'y a pas besoin de vouloir le mal pour faire le mal. Et cette leçon, elle est terrible. Elle est terrible. Elle n'est pas du tout rassurante. Avec l'idée que des individus tout à fait ordinaires, incapables de faire du mal à une mouche, avec des principes et une conscience morale, élevés dans une société éventuellement avec des valeurs chrétiennes, on est aux États-Unis, fortes, se liquéfient dans certaines circonstances, agissant exactement comme on attend d'eux, etc. Et ça, c'est terrifiant. Ça, c'est vraiment terrifiant. C'est beaucoup plus terrifiant que si on dit que l'homme est naturellement mauvais, c'est beaucoup plus terrifiant que les pires formulations augustiniennes du péché originel. C'est pire que tout. Là, c'est vraiment, si vous voulez, des phénomènes qui peuvent se développer, bon, vraiment à grande échelle. Bon, alors de l'autre côté, donc, alors sur les sauveteurs, bon, d'abord c'est le petit nombre. Hein. Alors, les chiffres, on ne sait pas exactement. Hein, les chiffres, je ne pense pas. Les chiffres, on ne sait pas exactement qui était sauveteur. Bon, alors certains historiens disent autour de 5%, enfin, en tout cas, tout à fait. En tout cas, le petit nombre. De ceux qui ont vraiment sont venus au secours, qui ont appelé à aide. Ce qui est très frappant, alors pour revenir à ce qu'on disait, c'est, dans le cas de... Bon, il n'y en a aucun qui pensait qu'il avait agi de façon morale. Et aucun qui pensait qu'il avait agi surtout pour des raisons strictement morales, au sens où il aurait été un bon kantien qui aurait, puisque vous avez parlé des principes, appliqué des principes inconditionnels de secours à autrui. Pas du tout. Aucun ne pensait
pensait qu'il avait agi de façon morale, et aucun ne pensait qu'il avait encore moins agi de façon sainte ou digne de cette approbation que nous leur, enfin, je veux dire, avec lesquels nous le regardons à juste titre. Que ce soit donc l'exemple de Père Lasca, dont je vous ai dit 2 mots, etc. Une histoire incroyable parce que l'histoire incroyable, enfin, en 2 mots, c'est un commerçant en viande italien qui va se trouver à Budapest, à l'ambassade d'Espagne. Je saute les raisons pour lesquelles il se retrouve là. Et puis l'ambassadeur fiche le camp, parce qu'il a la trouille, parce que les nazis ont envahi Budapest et commencent à liquider les juifs, c'est la dernière population. Et les juifs étaient protégés donc, par l'Espagne, qui était neutre, donc il y avait des maisons, des maisons refuges, hein, où les juifs pouvaient se retrouver, et donc ils ne pouvaient pas être arrêtés. Et puis l'ambassadeur fiche le camp, et un jour, ce Georges Père Lasca se retrouve au bas d'un de ces immeubles. Donc lui, il travaillait, enfin, il participait donc, à la délivrance de ce sauf-conduit. Enfin, et puis il se retrouve dans l'immeuble, il y a des nazis qui débarquent, enfin qui arrivent, et qui commencent à embarquer les juifs. Et il leur dit, mais comment vous pouvez faire ça, etc. Il dit, oui, et donc l'officier dit, bah, alors, ils n'ont plus de protection, ils ne sont plus protégés, l'ambassadeur a fichu le camp, il est parti en Espagne, donc il n'y a plus de loi protégée. Et à ce moment-là, avec une espèce de génie absolument incroyable, il dit, ah mais pas du tout, il n'est pas parti, c'est lui qui m'a... c'est à moi qu'il a confié la charge de le remplacer, comme ça, de l'Ocumtenant, c'est moi qui remplace l'ambassadeur. Il n'était pas diplomate, c'était un commerçant en viande, il n'était pas espagnol, il était italien, et avec une espèce de génie de la situation, il va sauver 3000 juifs dans ces conditions-là. Après, il oubliera tout, enfin bon. Et donc il y a un livre qui lui a été consacré, justement, sur la banalité du bien, un livre en italien, n'a pas été traduit en français. C'est une histoire tout à fait extraordinaire, traduit en anglais, mais pas traduit en français. Et donc une histoire tout à fait extraordinaire. Tous ont agi, ce qui était très frappant, aucun n'a agi pour des raisons strictement morales, au sens d'un kantien, si vous voulez, qui aurait agi par obéissance, par devoir. C'est-à-dire des principes moraux inconditionnels qui s'imposeraient, etc., de secours à autrui. Pas du tout. C'était une évidence. C'était une évidence. Et j'ai fait vraiment consacrer un chapitre à essayer de comprendre ça. Parce que Madame Croque-Mé, donc la femme de ce pasteur au Chambon-sur-Lignon, la première juive qui vient frapper à sa porte, elle vient frapper à sa porte au milieu de la nuit, et puis elle se marie, et puis on est en pleine guerre, et puis c'est le foutoir, enfin, une situation extrêmement dangereuse et tout ça. Elle frappe à sa porte, et dès que je peux entrer, elle lui répond, cette phrase incroyable, mais qui est énigmatique dans sa simplicité, naturellement, entrez, entrez. Le naturellement entrer, entrer, ce qui était si naturel, si évident qu'elle est de soi pour elle, de toute évidence, ne l'était vraiment pas pour beaucoup d'autres gens, pour l'immense majorité des gens. Mais pour elle, c'était tout à fait évident, naturellement entrer, entrer. Et donc elle l'accueille. Après, le lendemain, elle va voir le maire du village, elle lui dit, il faut à cette femme, il faut donner donc une fausse carte d'identité. Il lui dit, mais ça va pas, vous êtes complètement folle, si les nazis le découvrent, on va tous être fusillés, enfin bon, etc. Enfin, en tout cas, elle et son mari, et donc la communauté protestante, mais aussi d'autres communautés catholiques aussi dans ce plateau de Haute-Loire, vont secourir, mais aussi avec d'autres, enfin, pour des réseaux, vont secourir donc, ces milliers de juifs. Mais en tout cas, quelque chose qui était tout à fait évident, qui allait absolument de soi. Mais attendez, mais je ne pouvais pas faire autrement, elle était à ma porte. Mais oui, tu ne pouvais pas faire autrement, mais visiblement, beaucoup d'autres ont fait autrement. Il y a quelque chose de tout à fait énigmatique. Vous ne pouvez pas le comprendre simplement comme des gens... C'est même pas qu'ils étaient... Bon, elle était femme de prêtre, femme de pasteur, mais c'était pas tellement pour ses... Lui, oui, c'était pour des convictions religieuses, mais elle, pas tellement. C'était juste, bon, moi j'ai été élevé dans l'idée qu'il faut aider ceux qui frappent, qui me demandent. Donc si quelqu'un me demande, je l'aide. S'il me demande pas, je l'aide pas. Mais s'il me demande, je l'aide. Et donc, elle a aidé. Quelque chose de très simple, mais comme une évidence. Mais une évidence qui est énigmatique, si vous voulez. Alors après, donc, il y a des travaux qui ont été faits pour essayer de comprendre, mais quel est le profil psychologique, si vous voulez, de ces individus-là. Alors, voilà, c'est lié à l'éducation. Une éducation, plutôt une éducation bienveillante, un sentiment de gens qui avaient une identité forte, une identité personnelle forte. Donc, ce que j'ai traduit un peu par cette métaphore, si vous voulez, de la présence à soi. D'individus qui, enfin, ils restaient eux-mêmes. Ils restaient fidèles à leurs principes, ils étaient capables de rester fidèles malgré les dangers. Etc. Et ça a l'air extrêmement simple, quand même, extrêmement simple. Et tout à fait admirable. Sans être exceptionnel, sauf statistiquement. C'est pas exceptionnel. C'était au fond, en tout cas pour eux, c'était pas du tout exceptionnel. C'était extrêmement naturel. Et il y a quelque chose de tout à fait énigmatique. Et c'était pas du tout sacrificiel.
Il y avait même un côté ludique, un côté jeu, si vous voulez, quelque chose, même une manière de donner une certaine forme d'intensité à sa propre existence, si vous voulez, de vivre pleinement. Ils ne se sacrifiaient pas du tout, alors qu'ils risquaient leur vie, ou la vie de leur famille. Et ça, philosophiquement, c'est très intéressant. En tout cas, ça met par terre. En tout cas, il n'y en a pas un seul qui agit pour des raisons kantiennes. Qui aurait obéi par devoir à une obligation morale qui serait imposée de façon impérative, peu importe les circonstances. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas le paradigme de Lévinas. L'interpellation, il y a une interpellation du visage d'autrui, mais ça n'allait certainement pas jusqu'au fait qu'il fallait accepter les soufflets, l'outrage, enfin bon, etc. Pas du tout, c'était pas ça non plus, c'était pas du tout hyper... C'est quelque chose de très simple. Mais qui pour moi, je vais finir peut-être sur ça, est une manifestation du bien. Et je songe, si vous... Et au-delà, alors, si je devais ouvrir, si vous voulez, à des réflexions... Vous savez, le film, et ça c'est une question philosophique, si vous voulez vraiment, qui devient plus compliqué. Mais le film de Spielberg, la liste de Schindler, vous vous souvenez, il y a ce moment quand il fait la liste. Il écrit la liste, et puis il est 3 heures du milieu de la nuit, et il y a les 3000 noms qui ont été écrits. Et le secrétaire se tourne vers Schindler. D'ailleurs, c'est intéressant le parcours de Schindler. Il se tourne vers Schindler et il lui dit « Cette liste est le bien absolu ». Et je crois, en effet, que c'était le bien absolu. Une épiphanie du bien. Ça, philosophiquement, aujourd'hui, mais je pense aussi qu'il y a des épiphanies du mal. Il y a aussi des manifestations du mal. Au-delà de... Sur mon blog, il se trouve que j'ai un blog, j'ai mis une conférence que j'ai faite l'année dernière, un an et demi, sur le génie du mal. Vous pouvez éventuellement lire, c'est facile de taper mon nom sur Google, vous tombez sur mon blog, et il suffit de taper, c'est une petite conférence hérétique, enfin hérétique, pas du tout hérétique, mais hérétique du point de vue de la pensée, disons, dominante aujourd'hui, où on dit le mal n'existe pas, il n'y a que des mots, le bien n'existe pas, il n'y a que des biens. Mais non, moi je pense que c'est pas si simple que ça. En tout cas, pour moi, il y a une vraie manifestation du bien. Au-delà, et d'ailleurs, dans le manuscrit, quand il a été corrigé par l'éditeur, il y a eu toutes sortes de suggestions de correction, etc. Mais il voulait supprimer ce passage. Il dit, vous pouvez toucher à tout, vous ne toucherez pas à ce passage. La manifestation du bien, ça, je ne toucherai pas à ça. Et on n'a pas touché à ça. Donc, peu de gens ont fait attention à ce petit passage qui pour moi est important, mais ça, c'est une question philosophique, théologique, si vous voulez, théologique, philosophique extrêmement profonde, qui va bien au-delà du bien qui a été fait. C'est-à-dire que le bien, c'est pas simplement le bien qu'on fait, c'est pas simplement d'ailleurs l'intention, c'est pas simplement les conséquences qui sont positives. Quand il dit cette liste est le bien en soi, il ne dit pas cette liste va faire du bien à 3000 personnes. Il dit autre chose, il dit cette liste est le bien en soi. Et juste pour parler effectivement des figures, si vous voulez, prenez les 2 exemples. Dans le cas de Schindler, c'est très intéressant parce que Schindler, c'est pas du tout quelqu'un qui a une conscience morale. C'est vraiment un type... Franchement, la seule chose qui l'intéresse, c'est de gagner le plus de pognon, de boire du champagne, de trousser les filles, enfin, franchement, bon. Mais il rencontre sur son chemin, si vous voulez, cette réalité-là, et, bon, à son insu, parce que contre lui-même, il va venir à secourir, et à protéger ceux qu'il aime. Alors, oui, il faut que je vous dise juste, avant de finir ça, la vie des autres. Non, un exemple, la vie des autres. La vie des autres, vous connaissez ce film Sublime, etc. Bon, là aussi, celui qui surveillait va se mettre à protéger. Pas du tout pour des raisons morales. Simplement parce que... Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Simplement parce qu'il a une vie de merde. Il a une vie de merde. Avec sa petite vie étriquée, son petit blouson, la grosse prostituée qui monte dans son appartement HLM. C'est une vie nulle. Et il surveille les gens qui ont une vie pleine, et qui s'engueulent, et qui se disputent, et qui vivent. Et simplement... il voit où est la vie. Et cette vie, il va se mettre à la protéger parce que lui, il n'en a pas de vie. Alors, juste pour finir, ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que, en fait, franchement, la différence, c'est qu'il y avait les uns étaient complètement aveugles à tout. Et les autres avaient un vrai discernement. Et c'est la question du discernement. C'est la question du discernement. Et je soutiens aujourd'hui que nous manquons, aujourd'hui, même dans la situation présente, et c'est ce que je vais montrer dans ce prochain livre, totalement de discernement et de sens des responsabilités à l'égard de ce que
nous laissons passer des choses que nous ne devrions jamais laisser passer par une cécité, un aveuglement et un manque de conscience et de discernement au regard des institutions, des politiques menées, etc., dont nous sommes véritablement, si vous voulez, coupables. Et donc, encore une fois, c'est les institutions qui, fondamentalement, si vous voulez, brisent les individus, ou les conduisent à s'aliéner, ou jouent, si vous voulez, cette espèce de prédisposition à la vulnérabilité. Et ça, c'est inadmissible. Donc, c'est pas, si vous voulez, encore une fois, c'est pas vers la morale qu'il faut se tourner. C'est vers les institutions. Et que c'est les institutions qu'il faut mettre en cause. Et les institutions n'ont pas à demander aux individus de résister contre elles à la faveur d'une espèce d'héroïsme quasiment sacrificiel, là où tout simplement elles ne devraient pas mettre en œuvre de telles institutions comme Abu Ghraib, etc. Ou les centres de détention secrets, ou la torture, ou les drones, enfin bon, d'autres choses que l'autre. Donc la réflexion sur les institutions. Donc notre responsabilité, c'est pas tant une responsabilité, c'est pas un devoir d'héroïsme, c'est tout simplement une responsabilité de citoyens qui doivent exercer notre vigilance, qui doivent demander un droit de regard, collectivement, enfin individuellement et collectivement. Bon, voilà, je vous remercie. Excusez-moi, je vais être un peu long.